Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un avocat, candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. Il est à la tête de l'Organisation des peuples africains, section du Burkina. Maître Ambroise Segui Farama est notre invité. Maître, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Maître Segui Ambroise Farama, 47 ans aujourd'hui, si vous le confirmez? C'est bien ça. Voilà. Comment vous allez côté santé et famille? Côté santé, je vais bien. Côté famille également, je vais bien. Mais j'avoue que j'irais encore mieux si mon pays se portait mieux. C'est la période des vaches maigres pour les acteurs politiques que vous êtes. Vache maigre, bon, je ne dirais pas vache maigre pour les acteurs politiques, mais plutôt d'un point de vue professionnel, c'est une période très difficile. Maintenant, pour les acteurs politiques, c'est une période effectivement de réorganisation, de réflexion, d'introspection, et pour pouvoir mieux affronter l'avenir. Côté professionnel, vous avez dit que c'est des moments difficiles. Pourquoi? Vous êtes avocat, est-ce que les avocats ont du mal à travailler actuellement au Burkina Faso? Ah oui, beaucoup. Parce qu'en tant qu'avocat, personnellement, je défends beaucoup plus les citoyens burkinabés, un peu partout où ils sont au Burkina Faso. Mais à la date d'aujourd'hui, nous avons 6 ou 7 juridictions au Burkina Faso qui sont fermées. Donc vous avez une bonne partie de la population burkinabé qui n'a plus accès à la justice et vous avez des cabinets d'avocats qui ne peuvent plus se déployer justement dans ces localités pour assurer la défense et les intérêts de leurs clients. Est-ce que les avocats même sont en nombre suffisant? Parce que les burkinabés en parlent régulièrement. Quand vous voulez vous attacher les services d'un avocat, le montant que vous demandez souvent est très élevé, 300, 400 000 francs pour certains. Non, les avocats sont en nombre insuffisant. Oui. Ils sont en nombre insuffisant. Quand on fait le ratio, on se rend compte que nous avons aujourd'hui moins de 400 avocats pour tout le Burkina Faso. C'est vraiment insuffisant. Maintenant, pour ce qui est des montants, bon, je pense que c'est aussi une question de la qualité du travail, la responsabilité de l'avocat dans toutes les missions pour lesquelles il s'engage. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu les montants? Parce qu'on vous dit, quand on vous convoque dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, logiquement, vous devez avoir droit à un avocat. Au Burkina, tout le monde n'y a pas droit. Oui, c'est vrai que tout le monde n'y a pas droit. Mais en même temps aussi, le Burkina Faso, les lois ont prévu un système d'assistance judiciaire. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'attacher volontairement les services d'un avocat, il y a donc l'assistance judiciaire qui est prévue et qui prévoit un accompagnement financier. Mais ça prend du temps. Logiquement, si vous avez un parent qui a arrêté tout de suite, logiquement, il aurait dû dire, je connais Maître Ambroise, je l'appelle tout de suite, se constitue avocat. Je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire quoi? Qu'il faut revoir donc les lois qui organisent l'assistance judiciaire pour faire en sorte que la désignation, la commission d'un avocat puisse être d'office sans qu'on ait à faire donc des procédures assez longues. Moi, je pense que c'est au niveau donc du législateur que nous devons travailler à améliorer donc le système d'assistance judiciaire pour qu'il soit le plus efficace possible. Beaucoup vont plus loin pour dire qu'il faut recruter beaucoup de jeunes encore dans le barreau. Je partage cet avis-là. J'estime qu'il faut... Ça va réduire un peu vos chiffres d'affaires sans doute? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ça va réduire les chiffres d'affaires parce que il y a encore beaucoup de niches d'affaires qui ne sont pas exploitées. Et donc, à mon avis, recruter beaucoup d'avocats ne peut que travailler à renforcer l'état de droit. Est-ce que s'il y avait l'accessibilité à tous les avocats aujourd'hui, on allait avoir moins d'erreurs judiciaires que nous constatons? Les gens qui sont arrêtés du jour au lendemain, qui se retrouvent en prison pour des faits souvent qui ne valent même pas une incarcération. C'est vrai, mais le tout n'est pas de recruter en masse, mais c'est surtout d'avoir de la qualité. Et parce que si on fait un recrutement massif et qu'on n'a pas le temps de leur apporter la formation nécessaire, bon, on risque de ne pas atteindre l'objectif recherché. On vous appelle avocat des pauvres. Est-ce que c'est un choix depuis le début de votre carrière d'avocat? Bon, c'est un choix, c'est aussi, j'allais dire, une éducation. Celle-là que nous avons reçue de pouvoir être toujours à l'écoute donc des autres, de pouvoir être à l'écoute donc de ceux qui sont un peu en situation difficile, d'être à l'écoute donc des pauvres et de se dire que l'argent, la fortune n'est pas une fin en soi. Malgré tout, vous demandez quand même des honoraires. C'est tout à fait normal puisqu'il faut bien que le cabinet fonctionne. Moi, aujourd'hui, j'ai un cabinet qui emploie 14 personnes.
Eh bien, écoutez, vous avez un loyer à payer, vous avez 14 salaires à payer à la fin du mois. Et naturellement, il faut bien qu'il y ait des honoraires pour pouvoir supporter cela. Sinon que demain, vous risquez d'avoir donc des agents qui ne sont plus prêts à travailler. Le montant le plus faible que vous avez pris avec un client, c'est combien? 0 francs. Et le plus élevé? Non, là, je ne sais pas. Parce qu'on sait souvent que vous pouvez travailler gratuitement. Après, vous avez beaucoup d'argent sur certains dossiers qui vous rapportent gros financièrement. Mais écoutez, les montants les plus élevés sont en relation également avec l'enjeu du procès. Mais si vous arrivez à recouvrer des milliards pour un client, naturellement, vous n'allez pas être payé de la même façon que si vous avez assisté quelqu'un au commissariat. Si j'arrive à obtenir un procès qui permet à un client, à un homme d'affaires d'obtenir 2-3 milliards, bien entendu, vous conviendrez avec moi que bon, la rétribution que je recevrai sera proportionnelle au résultat qui est obtenu. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont de connivence avec souvent certains gros bonnets pour torpiller des dossiers? Certains contribuables s'en plaignent. Ben, je n'en connais pas. Je suis membre du Conseil de l'Ordre et nous serons très heureux de recevoir de telles dénonciations et le Conseil de l'Ordre se chargera d'apporter les sanctions nécessaires. Donc si quelqu'un a des problèmes avec un avocat et qu'il pense que l'avocat ne fait pas bien son travail, il peut le dénoncer? Il peut le dénoncer, il peut saisir donc le bâtonnier et puis bon, s'il y a une faute disciplinaire qui a été commise par cet avocat, ben, certainement que le bâtonnier se chargera de saisir le Conseil de discipline. Et au moment où d'ailleurs je parle, en tout cas, il y a au moins 3 ou 4 dossiers du Conseil de discipline qui sont sur la table. Alors que vous avez dit tout à l'heure que vous n'en avez pas connaissance. Non, c'est quand vous dit c'est pas la même chose. Oui. Les fautes professionnelles dont je parle, il ne s'agit pas donc d'arrangement, comme vous l'aviez dit, avec de gros bonnets. Voilà, il y a d'autres types de fautes professionnelles qui peuvent être relevées. Lesquelles par exemple? Non. Qu'est-ce qui est proscrit dans la vie d'un avocat? Qu'est-ce qu'un avocat n'est pas censé faire pour le citoyen ordinaire qui nous regarde, qui veut comprendre? Ben, ce qu'un avocat n'est pas autorisé à faire, oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle donc les conflits d'intérêts. Vous avez également des fautes professionnelles qui peuvent être commises par un avocat, telles que par exemple recevoir de l'argent, faire transiter sur son compte personnel alors qu'il avait l'obligation de faire passer ces fonds-là sur le compte donc de la CARPA. Et vous avez par exemple le fait pour un avocat qui est dans une situation difficile de ne pas avoir un cabinet, une adresse fixe. Et ça c'est illégal. C'est illégal. Donc tous les avocats doivent avoir forcément une adresse, un siège, un bureau, un domicile élu. Voilà. Donc si vous êtes citoyen, quelqu'un vous dit qu'il est avocat et qu'il n'a pas de siège, ne lui confiez pas votre dossier. Il exerce dans l'illégalité. Okay. Voilà. Et il y a des avocats qui, face à certaines périodes difficiles qu'ils traversent, ne sont pas à même donc de pouvoir donc se localiser dans un cabinet. Et tout ça, c'est illégal. Et lorsque le Conseil de l'Ordre s'en aperçoit, et ça fait l'objet donc de poursuites et de sanctions. Vous voulez dire qu'il y a des avocats aussi précaires? Ah si, il y en a beaucoup. Comment on explique cela alors que tout le monde dit qu'un avocat, quand même, logiquement, il fait partie des élites de la société? Mais c'est à l'image du pays. Et puis, ce que nous obtenons, ça dépend aussi donc de la qualité de nos clients. Si vous avez des clients qui sont pauvres, vous recevrez également donc des rétributions qui sont à la hauteur donc de vos clients. Est-ce que c'est logique pour un avocat d'accepter un cadeau d'un client après avoir remporté un procès? Bon, écoutez, c'est même pas courant. C'est pas courant. Moi, au début, le monsieur peut vous dire je n'ai rien, mais après, la famille peut se cotiser pour dire ah, Maître Farama, vous nous avez défendu, on est fiers de vous, tenez ça pour votre petit café en passant. Non, c'est pas courant. Ce que je sais, c'est que lorsqu'un avocat remporte donc un procès, il y a ce que nous appelons les honoraires proportionnels de résultat. Okay. Alors, si un procès est remporté et qu'il y a une grande satisfaction, il y a des honoraires de résultat qui peuvent être facturés au client. Et ça fait combien %? Par exemple, si vous avez 1 milliard... Tout dépend de l'accord. On donne 10% à l'avocat ou c'est 15% qu'on donne à l'avocat? Non, on ne donne pas à l'avocat. L'avocat perçoit une rémunération sur la qualité du travail qui a été fait. Et si c'est sur le pourcentage, ça fait l'objet d'un accord préalable. Okay. Maintenant, il y a un barème indicatif des frais et honoraires d'avocat, de telle sorte que même s'il n'y a pas eu d'accord et qu'il y a un arbitrage à faire, c'est sur la base donc de ce barème indicatif que l'arbitrage est fait. Alors vous êtes un avocat, comme on le dit, des pauvres, vous défendez plusieurs dossiers. Je voudrais qu'on ouvre d'abord le premier concernant celui du 30 décembre 2022. Cette dalle qui s'est effondrée au niveau de l'aéroport de Doncin, le bilan faisait état de 7 morts. Alors vous faites partie des avocats de ce dossier-là. Où en sommes-nous avec ce procès actuellement? Le procès est en cours. Il est ouvert donc devant le tribunal de grande instance de Zignaré depuis maintenant
plus de 2 semaines et que nous sommes en procès. On espère pouvoir achever le procès cette semaine-là. Est-ce que vous pensez que ce genre de procès peut éviter à l'avenir de tels drames au Burkina? Bon, ce genre de procès, pas éviter, mais ce genre de procès permet au moins de situer les responsabilités. Parce qu'il faut le dire, c'est un accident de travail. Voilà, est-ce que c'est pas parce que... Donc vous défendez le fait que ce soit un accident de travail? Est-ce que c'est ce volet-là qui est le motif principal? Non. Et ceux qui sont poursuivis pour des faits d'homicide involontaire. Okay. Et quand on dit homicide involontaire, ça veut dire que c'est le meurtre. En tout cas, il n'y a pas eu une volonté délibérée de donner donc la mort à des personnes. Et donc la mort ici intervient de façon accidentelle. Voilà pourquoi je parle d'accident de travail. Et donc je dis que la tenue d'un tel procès ne peut pas nous garantir qu'il n'y aura plus de tels incidents, qu'il n'y aura plus de tels accidents. Par contre, le fait de tenir de tels procès permet de situer les responsabilités et de relever les manquements qu'il y a eu dans la conduite donc, des travaux. Et pour les professionnels donc, qui sont acteurs dans ce milieu donc, des constructions, à la suite donc, de ce procès, je pense que ça va les interpeller à plus de responsabilités, en tout cas dans la conduite donc, de leurs travaux. On a vu le même cas, c'était à Koudougou, une dalle qui s'était effondrée, donc 3 étudiants en ont perdu la vie. On a la même situation qui se produit à Zignaré. La question c'est finalement comment sortir de cette situation au Burkina Faso? Les infrastructures, on a envie de dire biodégradables au pays des hommes intègres. La particularité du dossier de Zignaré, oui. Et là je tiens véritablement à féliciter le parquet de Zignaré, qui a même impliqué l'État burkinabé, qui a décidé de poursuivre l'État burkinabé au pénal. Ah, dans ce dossier? Ah oui, dans ce dossier. Mais c'est inédit. C'est pratiquement la première fois que je constate qu'on décide donc de poursuivre l'État burkinabé au pénal devant les juridictions correctionnelles. C'est vrai qu'il y a eu une évolution récente, c'est la dernière loi donc, du code pénal qui permet justement d'engager la responsabilité pénale de l'État. Et c'est déjà une bonne chose que le parquet ait décidé donc d'impliquer l'État dans ce procès-là. Et bien, à l'issue, parce que les fautes, les manquements peuvent être depuis l'origine, depuis la passation des marchés, depuis l'appel d'offres. On va repartir en arrière par rapport à ça. Ah oui, on va voir, est-ce que véritablement, depuis donc, la conception, depuis l'appel d'offres de ce marché, est-ce que dans les conceptions techniques, il n'y a pas eu des manquements? Et s'il y a eu de la corruption éventuellement? S'il y a eu de la corruption éventuellement, et que si cela est à l'origine du drame, eh bien, qu'on puisse situer les responsabilités. Donc, je dis bien que ce procès-là, ça va interpeller tout le monde, tous les acteurs dans toute la chaîne, que ce soit donc l'État ou encore en tout cas toute autre personne qui conçoit donc le marché et tous ceux qui sont chargés d'exécuter, de contrôler, que chacun puisse être situé pour savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser. Est-ce que votre vœu le plus cher est qu'on puisse définitivement assainir le secteur des marchés publics à partir d'un tel procès? Oui. Mon vœu le plus cher est qu'on puisse assainir donc le domaine des marchés publics. Parce que c'est le domaine en tout cas le plus corrompu, à ma connaissance, selon les rapports du RENLAC. Maintenant, est-ce que ce seul procès permettra donc d'y parvenir? Je n'en suis pas si convaincu, parce que là, j'ai remarqué l'absence de l'autorité de régulation donc, des marchés publics à ce procès. Alors qu'il aurait fallu que l'autorité de régulation des marchés publics soit présente. Et cette autorité aurait dû être poursuivie comme l'État? Je ne sais pas s'il y a des manquements qu'on aurait pu relever, parce que pour qu'on puisse les poursuivre, il faut que le procureur ait pu relever donc, des manquements à leur égard. Mais il aurait été intéressant d'une façon ou d'une autre, s'ils étaient présents également à ce procès-là, c'est sûr que cela aurait pu permettre d'améliorer les textes dans les réformes à venir. Il y a eu l'émoi, l'empathie nationale par rapport notamment à ces pertes en vie humaine. Est-ce que les familles souhaitent réparation financièrement par rapport à ce drame-là? On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Les familles certainement vont se prononcer. Mais je dis, les familles sont présentes en tout cas. Elles sont présentes. Elles ont reconnu le soutien des entrepreneurs, des contrôleurs et tout, lors donc du drame. Elles ont reconnu avoir bénéficié d'un soutien en tout cas de tous les acteurs. Et cela est déjà une bonne chose. Mais bien entendu, ça ne vient pas réparer le mal qui est déjà fait. Maintenant, à la fin donc des réquisitions du procureur, les parties civiles se constitueront parties civiles ou non, et on appréciera. Mais j'ai cru déjà avoir entendu une famille des victimes dire qu'elle n'entendait pas se constituer partie civile. Mais
C'est un choix que vous respectez en tant qu'avocat? Ah oui, c'est un choix qu'on respecte. D'ailleurs, même dans le procès Thomas Sankara, vous avez constaté que la famille de Thomas Sankara, partie civile dans ce procès, n'a que demandé le franc symbolique. Oui. Donc, voilà, c'est justement parce que, bon, qu'on ait la vérité, qu'on ait la justice, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas une réparation financière qui viendra donc apaiser véritablement les cœurs. Ça va nous permettre peut-être éventuellement aussi de sortir de ce qu'on dit très souvent au Burkina, c'est la volonté de Dieu quand il y a de tels drames. Oui, c'est ce qu'on dit. J'ai même entendu d'autres dire souvent que c'est mystique et tout ça, mais si au cours de ce procès, on arrive à établir les fautes et à établir un lien entre ces fautes et le drame, on comprendra que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que ce sont les familles qui ont fait la démarche vers vous, mais si vous êtes saisi particulièrement de ce dossier? Comment un avocat ne se saisit jamais d'office d'un dossier. En tout cas pour moi, personnellement. Comment vous vous êtes retrouvé finalement dans ce dossier-là? Non, je me suis retrouvé finalement dans ce dossier parce que un de mes collaborateurs qui avait des connaissances parmi l'une des entreprises chargées donc du contrôle a été approché et qui a demandé donc notre assistance et nous avons bien voulu lui apporter l'assistance du cabinet. Mais vous ne défendez pas le faux, hein. Advienne que pourra, vous êtes sur le chemin de la vérité. Parce qu'on dit souvent aussi l'avocat, son travail, c'est de défendre même ce qui n'est pas juste. Non, non, non. L'avocat ne défend pas même ce qui... L'avocat participe à la manifestation de la vérité. Et la vérité judiciaire n'est pas forcément celle-là que l'opinion publique... Tout en préservant aussi les intérêts de son client. Bien sûr, en préservant les intérêts de son client, mais les intérêts de son client se retrouvent toujours dans le carcan de la vérité judiciaire. Un autre élément important, c'est le drame de Yirgou. Nous sommes en 2019, début d'année 2019. Vous avez été, ou vous êtes l'un des avocats. Où en sommes-nous avec ce procès de Yirgou qui, depuis près de 4 ans maintenant, fait l'actualité au Burkina? Ce dossier, malheureusement, n'avance pas sérieusement. Et il est toujours donc, dans le cabinet du juge d'instruction qui n'a toujours pas clôturé donc, les enquêtes à son niveau. Depuis 4 ans? Depuis 4 ans, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on vous dit en tant qu'avocat qui défend les familles? Non, on n'a pas à nous dire quoi que ce soit. Le dossier est au cabinet du juge d'instruction. Nous avons la possibilité de le consulter à tout moment. Nous voyons que le juge d'instruction pose des actes, mais il pose des actes dans un contexte assez difficile. N'oubliez pas que les acteurs, ceux-là qui sont poursuivis donc, dans le cadre donc, du drame de Yirgou, sont pour la plupart des gens qui sont armés et qui ne sont pas disposés à participer à la manifestation de la vérité. Est-ce que ces personnes-là sont plus fortes que l'État? Malheureusement, elles ne doivent pas être plus fortes que l'État. Parce qu'on a l'impression que dans ce dossier-là, est-ce qu'il n'y a pas de la négligence dans le traitement du dossier de Yirgou? Il y a un manque de volonté politique. Il y a eu un manque de volonté politique. Bon, je ne sais pas si je peux dire que ce manque de volonté politique persiste jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, nous avions vu, lorsque le juge d'instruction a tenté de convoquer certaines personnes, et d'entendre certaines personnes, d'interpeller certaines personnes qui sont soupçonnées, qui sont d'avoir commis des actes, et il s'est retrouvé dans l'impossibilité matérielle de le faire. Et ça vous a fait très mal en son temps. Vous avez été choqué de voir ce qui s'est passé. Bien sûr, l'État doit être au-dessus de tout. L'État doit être au-dessus de ces individus. On convoque une personne, ils viennent à 100, tous armés au palais de justice. Vous voyez que dans ces conditions, le juge d'instruction ne se sent même plus en sécurité pour pouvoir les entendre. Et depuis là, vous avez dit, c'est fini, ce dossier, il n'y aura jamais un aboutissement? Je ne dirai jamais, jamais, parce que je suis convaincu que tôt ou tard, la vérité triomphera toujours. Est-ce que les gens ne remettront même pas en cause votre compétence en tant qu'avocat dans le traitement de ce dossier Yirgou? Mais ce n'est pas l'avocat qui conduit le dossier d'un juge d'instruction. L'avocat ne fait qu'assister son client, et je dis bien assister. Lorsque vous êtes avocat d'une partie civile, vous représentez peut-être la partie civile, mais dans la conduite du procès pénal, l'avocat a un rôle tout à fait passif. C'est le juge d'instruction qui a un rôle actif. C'est dans le système judiciaire anglophone que l'avocat a un rôle actif. Et c'est ce que vous souhaitez en termes de réforme pour le Burkina, éventuellement? Bon, qu'on fasse évoluer les textes en la matière. Il faut bien que les textes évoluent pour que les avocats puissent également donc, contribuer à la manifestation donc, de la vérité. Mais malheureusement, le système que nous avons, en tout cas jusque-là, c'est que l'avocat assiste de façon passive à l'instruction du juge d'instruction. Maintenant, si à certains niveaux, l'avocat peut faire des recommandations au juge d'instruction, mais l'avocat ne prend pas de décision. Je l'ai dit, c'est en 2019 que le drame de Yirgou a été commis au Burkina. Depuis là, qu'est-ce que les familles vous disent actuellement? Quand vous voyez, quelle est leur réaction par rapport à la lenteur judiciaire sur le traitement du dossier? Mais j'avoue que
le sentiment aujourd'hui que nous ressentons lorsque nous avons l'occasion de rencontrer ces familles-là, elles sont déçues, elles sont choquées. Et surtout quand elles entendent parler de réconciliation, alors qu'elles connaissent... Pas de réconciliation pour... Non, je ne dis pas qu'elles ne disent pas qu'il n'y a pas de réconciliation. Réconciliation et mais elles disent qu'elles connaissent leur bourreau. Les familles savent qui est venu tuer leurs frères et sœurs. Et qu'aujourd'hui, on veut leur demander de pardonner au sommet de l'État sans que ces personnes-là, avec qui ils vivaient en bonne entente, qui sont venus donc exterminer leurs parents, ne viennent pas quand même leur demander pardon. Donc on a l'impression que la vindicte ne va pas finir dans cette affaire de Yirgou. Je n'ai pas constaté une certaine vindicte au niveau donc, de Yirgou. Bien au contraire, les familles, en acceptant d'abord de se constituer un avocat, de se constituer donc des avocats, les familles en acceptant donc d'avoir l'assistance du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, ont exprimé ici leur volonté d'encadrer donc en tout cas leur action dans les actions de l'état de droit. Sinon que, je peux même vous dire qu'au départ, lorsque on se mobilisait pour que vérité et justice soient rendues, mais il y avait des gens qui nous disaient, mais écoutez, vous là, vous voulez nous faire perdre du temps. Perdre du temps. Ah oui. Il y a des gens qui estimaient que œil pour œil, dent pour dent, il fallait se venger. Mais nous avons fait un travail de fond pour amener les gens à comprendre que la vengeance n'est pas la solution. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne Yirgou, en tout cas, les familles ont compris que la vengeance n'était pas la solution. Maintenant, il appartenait à l'État de jouer son rôle, au moins pour rassurer ces familles-là, pour rassurer cette communauté, qu'eux aussi, ils sont des enfants de ce pays. Et qu'au même titre, ils peuvent bénéficier de la même protection de l'état de droit. Les enfants de ce pays, est-ce qu'on avait un traitement différent par rapport aux citoyens des mêmes pays sur ce dossier-là? Est-ce que c'est l'impression qui se dégage? Mais c'est l'impression qui s'est dégagée dès le départ. Lorsque certains enfants de ce pays ont été attaqués, tués, et le reste, donc, les maisons brûlées et expulsées donc, de certaines localités, sans la protection de l'État, parce que ça, il faut le dire, pendant quelques jours, il n'y a pas eu de protection de l'État. Et à partir de ce moment-là, justement, donc, ce sentiment est un sentiment légitime. Et même par après, pendant que les auteurs de ces crimes sont connus, on constate que ces auteurs-là ne sont pas interpellés. Les premiers qui ont été interpellés ont été remis en liberté au nom du maintien de l'ordre public. Est-ce qu'après vous êtes reparti voir le juge pour lui demander pourquoi il avait remis ces personnes en liberté? Mais il a motivé sa décision de mise en liberté. Le juge a estimé que la détention de ces personnes constituait un trouble à l'ordre public. Et vous avez été surpris par la réaction du juge? Écoutez, je ne peux pas comprendre comment est-ce que la détention de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un tel drame, un tel crime, peut constituer un trouble à l'ordre public. Les populations ont beau manifester pour exiger leur liberté, il appartient à l'État de s'imposer et de faire régner effectivement l'ordre. Est-ce que vous avez une inquiétude finalement de par ce comportement de l'autorité judiciaire, que ça crée des sentiments de vengeance finalement auprès des victimes ou des proches de ceux-là qui ont été assassinés pendant le drame de Yirgou? Oui, bien sûr. Vous voyez que malheureusement ça se répète. J'ai suivi sur les réseaux sociaux, pas plus tard que la semaine dernière, ce monsieur de Zorgo, qui a critiqué ces mêmes groupes d'autodéfense qui avaient participé en tout cas à la commission du drame de Yirgou. Mais vous avez vu ce qui s'en est suivi. Ils ont envoyé des gens le chercher, l'amener dans leur base, le torturer. Pendant des jours, il a fallu que l'État intervienne pour qu'il soit libéré. J'ai même envie de dire, mais, heureusement que ce monsieur-là aime aussi. Ah oui? Ah ben c'est le sentiment que j'ai. Parce que d'autres personnes ont fait moins que ça, mais leur sort a été plus grave. Vous êtes sur un terrain très glissant. Ah oui, ça je le sais. Et je l'assume. Et ce monsieur, il sait très bien que s'il n'était pas de la communauté, moi aussi, ce n'est pas évident qu'il serait ressorti de cette base-là vivant. Est-ce que c'est cette impunité-là qui fait qu'on s'enfonce aujourd'hui au Burkina? Je ne dis pas que c'est elle qui est à l'origine de notre enfoncement, mais elle participe à rendre la situation beaucoup plus complexe. Parce que beaucoup vous diront aussi que parce que le drame de Yirgou a été mal géré, qu'il y a eu d'autres, à la limite entre guillemets, Yirgou qui ont été commis au Burkina Faso. C'est évident. Parce que si le drame de Yirgou avait été sanctionné, oui, vous pensez qu'ailleurs les gens auraient répété les mêmes choses? Ils ne l'auraient pas fait. Ils auraient eu raison gardée. Et donc, la non-sanction, la mauvaise gestion du drame de Yirgou
a participé effectivement à ce qu'on ait encore d'autres crimes qui se répètent partout ailleurs. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait attiré l'attention des uns et des acteurs publics en disant que si le drame de Yirgou n'est pas bien géré, nous risquons d'avoir Yirgou 2, Yirgou 3. Et cela risque de... Et l'histoire est en train de vous donner raison. L'histoire nous donne raison. Malheureusement. Certains parlent même de guerre ethnique en perspective au Burkina. Est-ce que ça vous inquiète, vous, particulièrement? Je suis très inquiet. Je suis très inquiet, mais j'ose croire que les Burkinabés trouveront l'intelligence nécessaire de ne pas tomber dans une guerre ethnique. Parce que les guerres ethniques ont existé dans d'autres pays. Les conditions qui ont créé les guerres ethniques dans d'autres pays, si ces conditions venaient à être réunies au Burkina Faso, on ne pourra pas éviter la guerre ethnique. Mais j'ose croire qu'en tout cas, nous trouverons l'intelligence nécessaire et la sagesse nécessaire d'éviter cela parce que les guerres ethniques ont des conséquences très graves pour un pays. Alors, est-ce que vous avez été menacé dans la gestion de ce dossier Yirgou? Parce que ça fait l'objet de beaucoup de calomnies, d'injures, de toutes sortes de méchancetés. Vous en avez subi en son temps. Personnellement, je n'ai jamais été menacé. Ça, je vous le dis, parce que pour moi, comme je l'ai dit toujours, j'ai géré mes dossiers judiciaires de façon professionnelle. Et tout ce qui se disait dehors par rapport à ça, vous n'avez pas eu des inquiétudes à un moment donné qu'on s'en prenne à vous? Aucune inquiétude. C'est vrai que d'autres personnes ont été peut-être menacées. Et j'ai dit toujours, parce que ça dépend de la façon dont vous vous exprimez, ça dépend de la façon dont vous conduisez la gestion de votre dossier. C'est vrai que dans le cas donc, du dossier de Yirgou, beaucoup d'avocats qui avaient été approchés ont eu peur d'entrer dans le dossier. Mais pourquoi avoir peur si vous faites correctement votre travail? C'est pourquoi je dis toujours que moi, je ne m'implique jamais dans un dossier si ce n'est pas les clients qui viennent vers moi. Et quand les clients viennent vers moi, je fais tout pour rester dans les limites des règles professionnelles. Et vous avez dit que dans la gestion de vos dossiers, il n'y a aucun problème. Vous avez commencé à citer 1, 2, ainsi de suite. Allez-y. Tout à l'heure, la question précédente, c'était de savoir si vous n'avez pas été menacé. Vous avez dit à aucun moment vous n'avez été menacé parce que vous gérez vos dossiers avec beaucoup de professionnalisme. Oui. C'est vrai. À aucun moment donné, je n'ai été menacé. C'est vrai que par moment... il y a des amis, des parents qui vous voient prendre des positions sur certains dossiers, qui viennent vous voir pour dire « Ah, écoutez, maître, on t'aime bien, je pense qu'il faut faire attention parce que ce genre de prise de position peuvent te conduire dans une situation un peu délicate. » Mais ça, ce n'est pas des menaces. Je pense ça comme étant des conseils, des recommandations de certaines personnes bien avisées. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au Burkina, la question ethnique? Parce qu'on a l'impression que finalement on a renvoyé tous les dossiers sur une ethnie, alors qu'on aurait dû le faire un dossier national par rapport à des crimes qui ont été commis. C'est une vérité. C'est une vérité. Dès le début, la question a été très mal appréhendée. Pourquoi? J'estime que le diagnostic a été mal posé. Voilà. Lorsque le diagnostic est mal posé, bien entendu, on ne peut pas trouver la thérapie, la bonne thérapie. Et une communauté principalement a été visée, a été stigmatisée. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là, mais je pense qu'on doit se ressaisir alors qu'il est encore temps. Une question éventuellement qui fâche. 4 ans après, est-ce que vous avez un bilan exact du nombre de personnes tuées à Yirgou? Non. Un bilan exact... Il y a ce que l'autorité avait rendu public. L'autorité a rendu public. Et il y a la situation que le dossier révèle, mais la liste n'est pas encore définitivement arrêtée. Parce que dans le drame de Yirgou, il faut faire la différence entre les personnes tuées, dont on a pu retrouver soit les corps ou les tombes, et il y a les personnes portées disparues. Parce qu'il y a des personnes qui, depuis le drame de Yirgou, les corps n'ont pas été retrouvés et elles n'ont pas été non plus retrouvées vivantes ailleurs. Et il se trouve que c'est là où, vous voyez, la contradiction qu'il y a eu entre le communiqué du gouvernement et le rapport donc, du collectif, c'est que ça donnait des chiffres différents. Oui. Mais le communiqué du gouvernement, il est conforme à la réalité judiciaire en ce qui concerne les corps qui ont été constatés. Mais il se trouve que le communiqué également, le rapport donc, du collectif également, qui donne un nombre de personnes qui seraient décédées, on constate que la différence entre le nombre de personnes constatées mortes et ceux-là dont on n'a plus eu de nouvelles, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de personnes dont les noms ont été cités qui ont été retrouvés.
Parce qu'il faut le dire, le rapport du collectif à l'époque avait identifié les personnes que le collectif déclarait comme mortes ou portées disparues. Oui. Voilà. Et ces personnes-là, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qu'on est venu nous dire, ah, telle personne-là, il faut enlever son nom de la liste parce que la personne a été retrouvée vivante. C'est vrai, en droit, on dit que ce sont des personnes, on ne peut pas les qualifier de morts parce qu'on n'a pas retrouvé donc les corps, mais c'est des disparus. 4 ans après, est-ce que vous avez espoir qu'un jour, il y aura la lumière sur le drame de Yirgou ou bien il faut se pardonner puis avancer? Non, j'ai espoir qu'il y aura la lumière. Le dossier Thomas Sankara a duré combien d'années? Plus de 30 ans. Il a duré plus de 30 ans, mais on a fini par obtenir un procès. Et donc, moi j'ai toujours espoir, je crois fermement donc au système judiciaire, et je crois effectivement que tôt ou tard, il y aura un procès sur le drame de Yirgou. La question du pardon, de la réconciliation nationale, les familles sont-elles prêtes à pardonner? Bien sûr. Bien sûr que les familles sont prêtes à pardonner. En tout cas pour beaucoup d'entre elles avec qui j'ai pu discuter, mais elles souhaitent qu'il y ait au moins un pardon conditionné alors? Un pardon conditionné, oui, parce que si vous devez pardonner, vous devez savoir à qui vous pardonnez. Et pourquoi vous pardonnez à cette personne. Elles ont besoin non seulement de pouvoir pardonner, mais surtout de pouvoir se réconcilier. Parce que à quoi ça sert de dire que j'accorde un pardon et que demain vous n'êtes plus en état de pouvoir vivre ensemble. La question de l'insécurité et les dossiers judiciaires, est-ce que vous qui êtes avocat aujourd'hui, vous vous posez des questions? Il y a eu Yirgou, il y a eu Sol-An, il y a eu Seitenga, il y a eu même d'autres cas qu'on a enregistrés au Burkina, Nouna, pour ne citer que ces cas-là. Est-ce que si on n'élucide pas ces questions-là, le Burkina va retrouver la paix un jour, honnêtement et franchement? Parce qu'on a l'impression qu'on se dit c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. Bon, continuez à avancer malgré tous les problèmes. Oui, quand je regarde un peu les acteurs publics aujourd'hui, ils sont dans une logique de reconquête du pouvoir. C'est bien, il faut reconquérir le pouvoir. Vous parlez de quel acteur public? Je parle du gouvernement, de transition. Aujourd'hui, on se dit, bon, il faut reconquérir donc l'intégrité du territoire, rétablir donc la dignité donc, de ce pays. C'est bien. Mais il faut le faire avec la possibilité que les survivants qui vont pouvoir, ceux qui vont connaître la réalisation de cet objectif-là, qu'ils aient la possibilité de vivre ensemble. Ah, vous vous inquiétez? Ah si, cela est inquiétant. Parce qu'il ne sert à rien de mener un combat pour la reconquête du pouvoir et qu'à la fin, les survivants ne peuvent pas vivre ensemble. Vous avez peur que la société burkinabé soit suffisamment fracturée pour que le vivre ensemble ne soit plus une réalité? Elle est déjà suffisamment fracturée. Vous savez, nous qui sommes en ville, qui sommes à Ouaga et à Bobo-Dioulasso, dans les grandes villes, nous ne mesurons pas l'ampleur de cette fracture sociale. Il y a des localités aujourd'hui où, quand vous n'êtes pas, j'allais dire, de la communauté majoritaire qui vit dans cette localité-là, il est difficile pour vous d'avoir une liberté de mouvement, d'aller et de venir. Cela est très dangereux pour la stabilité de notre pays. Comment régler cette question finalement? Est-ce qu'il faut commencer à juger aussi les cas de massacres collectifs tout en luttant contre l'insécurité? Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? Et comment résoudre ce problème? La question judiciaire n'est pas la seule solution. La question militaire aussi n'est pas la seule solution. Donc le tout Moi je pense que le tout militaire, le tout judiciaire n'est pas forcément la solution. Moi j'en appelle aujourd'hui à la tenue d'une conférence nationale souveraine. Ah, mais ça va être encore une fois. Les gens ne veulent pas de ces genres de conférences. Après, ça ne donne pas grand-chose. Non, c'est ce que vous pensez, ça dépend du contenu qu'on donne et comment est-ce que cette conférence est organisée. Parce que nous avons encore des leviers que nous pouvons activer pour mener donc le débat. Nous avons les religieux qui ont réussi brillamment un tel travail avec le collège des sages à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, vous savez que le rapport du collège des sages, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été remis en cause. Tout le monde reconnaît la pertinence de l'analyse et des propositions qui avaient été faites par le collège des sages, seulement c'est que ça n'a pas été bien mis en œuvre. C'est la preuve que nous avons encore des leviers, nous avons encore des sages dans ce pays-là qui peuvent nous permettre de nous retrouver, de nous parler, et de trouver une solution de sortie de crise. Et moi, en tout cas, j'en appelle, à la tenue d'une telle conférence. En tout cas, il faut trouver, on peut ne pas l'appeler conférence nationale souveraine, mais il faut trouver forcément un moyen pour que les Burkinabés se parlent. Est-ce que les Burkinabés ne se parlent pas actuellement? Les Burkinabés ne se parlent pas suffisamment. Actuellement, il y a certains qui dictent leur vision et qui demandent aux autres d'accepter et de suivre. Et ça vous désole, vous? C'est désolant.
Mais on vous dit clairement, c'est une dynamique nationale. Non, mais on vous dira de soutenir, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fait au niveau de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont quelle légitimité? La légitimité des armes? Ils n'ont aucune légitimité. Un pouvoir putschiste n'a aucune légitimité. Là, vous allez dans un débat où les... Je l'assume. Oui. Je l'assume. Je ne dis pas que un pouvoir putschiste ne peut pas conduire à de bons résultats. Mais un pouvoir putschiste n'a pas de légitimité. Voilà pourquoi nous devons trouver l'intelligence de poser les questions de ce pays-là devant un parterre de personnes ressources, des coutumiers, des religieux, des syndiqués et tout le monde, trouver donc des personnes donc, qui ont une certaine légitimité pour trouver des solutions de sortie de crise. Ça fait 5 mois que le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir. 5 mois après, il y en a qui vous disent qu'il faut lui donner un peu encore le temps de bien faire les choses. Bon, lui, il nous avait promis moins que ça. Mais aujourd'hui, nous attendons qu'il fasse le bilan. Et vous, quel bilan faites-vous de sa gouvernance? Non, ce n'est pas à moi de faire la bilan. Non, vous avez, quand vous êtes un observateur de la scène politique nationale, vous êtes burkinabé, oui. Vous vivez dans ce pays comme tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance du pays par le capitaine Traoré? Je peux vous dire ce que je pense de la gouvernance, mais je ne fais pas un bilan de sa gouvernance. Alors dites-nous ce que vous pensez de sa gouvernance. Ce que je pense de la gouvernance donc, du président Ibrahim Traoré, il y a des aspects positifs et il y a des aspects sur lesquels il y a beaucoup de choses à revoir. D'abord, en ce qui concerne donc les aspects positifs. En ce qui concerne les aspects positifs, il faut reconnaître que du point de vue de la gestion de la chose publique, il y a une gestion beaucoup plus vertueuse. En tout cas, de façon apparente, jusque-là, nous n'avons pas encore entendu que la gestion des deniers publics se fait de façon très peu vertueuse, comme nous l'avons connu par le passé. Nous avons également constaté des choses assez positives. D'abord, la question de la lutte contre la corruption. Nous voyons que ça, c'est quelque chose que nous avons toujours souhaité, nous avons toujours appelé de nos voeux, qu'il faut combattre donc la corruption au Burkina Faso. Quelles sont les preuves palpables dont vous avez possession pour dire que la lutte contre la corruption est sur le bon chemin? Il y a beaucoup de procès qui se tiennent déjà. Voilà, il y a le procès de la Lunabé, il y a eu le procès de la Banque agricole, il y a eu le procès des douaniers impliqués. Bon, il y a eu beaucoup de procès. Le pôle économique aujourd'hui, en tout cas, et il ne manque pas de dossiers. Et il y a encore d'autres dossiers qui sont en cours. Donc, à ce niveau-là, je pense que sur le terrain de la lutte contre la corruption, nous sommes déjà sur le bon chemin. Et il y a également sur la question donc la souveraineté de notre pays. Bon, écoutez, il y a des décisions qui ont été prises qui vont dans le sens donc, de l'affirmation de la souveraineté donc, de notre pays. Tout ça, ce sont des décisions positives qu'il faut savoir reconnaître et saluer. Et nous saluons ces décisions qui ont été prises sous le régime actuel. Par contre, là où il y a des insuffisances, c'est surtout la question de la violation des droits fondamentaux. Violation des droits fondamentaux. Ah oui. En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux, il y a d'abord la question de la suspension des activités des partis politiques. Alors, on parle du communiqué du 30 septembre 2022. Oui, on parle du communiqué du 30 septembre. Mais voyez-vous, un communiqué n'a aucune valeur normative pour pouvoir suspendre des activités des partis politiques. Ça, c'est un. Ensuite, vous avez le rétablissement de la Constitution qui garantit la liberté d'activité des partis politiques. Au même moment, nous avons un gouvernement qui nous dit, non, écoutez, vous les acteurs politiques, vos activités sont suspendues. Non seulement on suspend de façon illégale, c'est une violation des droits fondamentaux, des activités des partis politiques, mais en même temps, on dit non, que la gouvernance actuelle, ce sera une gouvernance qui ne sera pas faite avec des acteurs politiques. Ah, vous êtes tombé de nu quand vous avez... Je tombe de nu quand j'entends cela. Il n'y a pas de gouvernance. Oui. Il n'y a pas de gouvernance apolitique. Oui, mais il y en a qui diront que les problèmes de ce pays sont les acteurs politiques, c'est l'accusation. On va y arriver. Allez-y. On va y arriver. Il n'y a pas de gouvernance sans acteurs politiques. Okay. Comment vous pouvez refuser de faire appel à des acteurs politiques avisés pour faire appel finalement à des acteurs politiques d'arrière-cour? Qui vous appelez acteurs politiques d'arrière-cour? Ceux qui ne se revendiquent pas d'acteurs politiques, mais à qui on appelle aujourd'hui pour donner des fonctions politiques. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc c'est des acteurs politiques en cachette. Donnez-moi un nom. Non, je n'en donnerai pas. Non, parce qu'après ça peut être une accusation gratuite que vous formulez. Ce n'est pas une accusation gratuite. Oui. C'est pas une accusation gratuite, mais je dis, mais tous ceux qui composent aujourd'hui le gouvernement et qui disent qu'ils ne sont pas du MPRC2, qui disent qu'ils ne sont pas des acteurs politiques. Mais c'est faux, vous ne pouvez pas mener donc des activités donc, de gouvernance sans avoir effectivement, donc, sans poser des actions politiques. Donc à ce niveau, j'ai dit, c'est une erreur de penser que
On peut conduire donc la chose publique, on peut diriger un État sans faire appel à la classe politique. Ensuite, en ce qui concerne toujours la question des droits fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, mais nous constatons depuis un certain temps des appels à la violence, des appels au meurtre, dans un silence total des gouvernants. Oui, mais il y a eu des personnes qui ont été interpellées récemment. Oui, au moins quand même ça aussi, il faut saluer au passage. Non, ça c'est pas la même chose. Il y a eu des personnes qui ont été interpellées. Mais ça c'est la justice qui a joué son rôle. Ce sont les parquets qui ont joué leur rôle. Mais le gouvernement lui-même dit quoi? Mais il y a eu des communiqués aussi. Le gouvernement a eu à condamner par des communiqués le fait que ce genre de discours n'était pas normal. Vous savez, tous les communiqués que j'ai vus ne sont pas assez forts par rapport aux dérives que nous constatons. Assez fort. Ah, si. Qu'est-ce que vous aurez voulu voir dans un communiqué Non, au-delà du communiqué du gouvernement, j'aurais souhaité que le chef de l'État lui-même prenne la parole pour dire qu'il faut arrêter ce genre de dérive. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les images des personnes qui sont exécutées par-ci, par-là, vous voyez le plus souvent, ce sont des corps couchés avec les bras attachés. Donc ce sont des personnes qui ont été arrêtées, désarmées, si elles étaient armées, mais qu'on a exécutées. Et on se félicite de cela. Mais je pense que c'est très dangereux. Et si ce sont des gens qui ont été pris en flagrant délit de terrorisme, par exemple? Même si on est pris en flagrant délit de terrorisme, dès lors qu'on est désarmé, dès lors qu'on a ligoté la personne, on n'est plus en droit de tuer la personne. Il y a la justice pour cela. On avait commencé le procès, vous connaissez la suite? Oui, je connais la suite, mais je dis, vous savez pourquoi il faut toujours donc, se référer à la justice? C'est justement pour éviter les erreurs d'appréciation. Vous voulez dire que moi, en tant qu'avocat, je peux vous donner des cas tristes et affligeants. Je sais qu'il y a à peine 2 semaines qu'une famille m'a saisi parce que un de leurs fils avait été interpellé par des volontaires pour la défense de la patrie dans une localité bien donnée. Alors, ils ont souhaité mon intervention. J'ai dit, bon, la seule intervention que je puisse faire, c'est d'informer le procureur de la situation qui arrive. J'informe le procureur de la localité qui, effectivement, entre en contact et puis, bon, qui demande à ce que la personne lui soit envoyée. Dès que la personne est envoyée donc chez le procureur m'informe, il dit, bon, écoutez, on m'a envoyé la personne et il pense que cette personne-là serait complice des terroristes. Et bon, donc ma mission serait donc de mener toutes les investigations nécessaires pour voir si elle est innocente ou pas. Je veux dire, l'essentiel est déjà fait. C'est que la vie, la personne au moins ça a été épargnée. Et aujourd'hui, le parquet a tous les moyens de mener les investigations nécessaires. Les faits que vous reprochez à la personne, vous les donnez donc à la connaissance donc, du parquet et le parquet mène son enquête. La personne a été entendue, l'enquête a été menée. Et près d'1 mois après, la personne a été libérée. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que durant cette période de détention de la personne, son fils est tombé malade. Et par manque de soins, son fils est décédé. Et finalement, l'enquête a révélé qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Vous voyez? Et lui, encore, heureusement d'ailleurs pour cette personne, qu'elle n'a pas été éliminée. Elle aurait pu être éliminée s'il n'y avait pas eu une intervention. Est-ce que vous voulez dire clairement qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises actuellement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Non seulement il y a beaucoup d'erreurs judiciaires, il y a beaucoup d'erreurs dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme, mais il y a beaucoup de règlements de compte. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est au niveau étatique? Non, ce n'est pas au niveau étatique, mais justement, il appartient à l'État qui arme ces populations-là de les encadrer. Ah, certains ne seront pas d'accord avec votre raisonnement par rapport à cette question. Si. On ne peut pas donner des armes à des populations sans les encadrer. Même les militaires, quand on les donne... L'État a toujours dit que la question de défense des droits de l'homme était assez importante et qu'on va tenir compte de ce paramètre assez important dans la lutte contre l'insécurité. Oui, l'encadrement, c'est la conscientisation, c'est la formation, c'est l'éducation. Voilà. Il ne suffit pas de réunir des personnes, de les former au maniement des armes, de leur donner des armes, sans leur donner donc en tout cas le b.a.-ba en matière de protection des droits de l'homme. Le droit à la vie est un droit sacré. Un autre élément important, on revient là-dessus, la question des partis politiques. Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. Est-ce que vous expliquez le silence finalement de tous les responsables politiques qui ont peur de sortir du bois, on a l'impression? Non, c'est pas... Je ne sais pas si certains ont peur, hein, mais pour moi, ce n'est pas une peur. Mais pourquoi cette posture-là? Pour nous, c'est une période de grâce. Voilà, c'est une période de grâce. Vous avez un nouveau gouvernement qui vient d'arriver. Qui a besoin de liberté. Voilà, qui a besoin effectivement... dérangé par les activités politiques. Pas dérangé, mais qui a besoin de faire ses preuves.
Voilà. Donc, il y a une période de grâce qu'il faut lui accorder et pour voir justement donc dans quel sens ils entendent donc conduire donc la chose publique. Ils ont dit qu'ils étaient venus pour rectifier les erreurs donc du MPSR 1. Ben, écoutez, il faut attendre de voir. Est-ce que de MPSR 1 à MPSR 2, vous avez l'impression que les choses ont vraiment changé? De Damiba à Ibrahim Traoré? Des impressions de choses... Oui, bon, je pense qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements, même si ce n'est pas des changements fondamentaux. Parce que pour moi, le MPSR reste MPSR. Voilà. C'est toujours donc les mêmes acteurs. Et bon, c'est triste, hein, parce que l'un des problèmes également que nous avons dans la conduite donc, de ce pays aujourd'hui, c'est que le MPSR, c'est qui? C'est un organe politique, mais qui est composé de qui? En fait, c'est des erreurs que les gens commettent. Vous savez, sous le CNR, pourquoi le CNR également a eu des difficultés et que les contradictions se sont soldées par l'assassinat du président Thomas Sankara? Le 15 octobre, lorsque le président Thomas Sankara a été assassiné, c'était justement une réunion au cours de laquelle la question de l'organe politique dans le CNR devait être discutée. Parce que le CNR, on n'a jamais su qui étaient les membres du CNR. Oui, mais on voyait quelques images. Oui, on voyait quelques images. On voyait les images. Oui. Mais aujourd'hui, dans le cas donc du MPSR, c'est pire. On ne sait pas qui compose le MPSR et même les images, on ne les perçoit pas. Il n'y a pas une certaine lisibilité là-dessus. Et cela est très dangereux. Et moi, j'interpelle le gouvernement actuel sur la nécessité de clarifier l'organe politique qui les accompagne. Parce que... Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps pour ça, ils sont venus pour faire la guerre, ils vont faire vite. Écoutez, et puis voilà. S'ils n'ont pas le temps pour ça, je ne souhaite pas que l'expérience de 1987 se répète. Sérieusement? Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas parce que notre pays aujourd'hui a besoin de stabilité. C'est la raison pour laquelle je leur recommande de clarifier cette question-là le plus tôt possible. Quelle sera la plus-value quand cette position sera clarifiée? Mais la plus-value, mais écoutez, vous avez aujourd'hui un organe politique dont vous seul avez la connaissance et la composition. Donc on ne connaît pas son orientation politique et idéologique. Et au même moment, vous dites non, il n'y a que ce seul organe politique-là qui peut mener des activités. Les autres, vous êtes obligés d'être suspendus. Écoutez, dans cette situation-là, il risque d'avoir des contradictions qui peuvent être fatales pour notre pays, alors que nous n'en avons pas besoin. Doit-on laisser les acteurs politiques mener leurs activités sans problème? Bien sûr. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux acteurs politiques de mener leurs activités? Rien. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il ne faut plus faire des élections au Burkina Faso. Ben, ceux qui le pensent, à mon avis, ont totalement tort de penser qu'il ne faut plus faire des élections au Burkina Faso. Il faut, alors qu'ils proposent donc un autre système. Sinon, ça veut dire quoi? C'est ouvrir la boîte au Pandore. Ça veut dire que donc celui qui veut le pouvoir d'État, celui qui a des idées donc à proposer, qu'il vienne également faire son coup d'État comme l'avait proposé l'autre à Bobo Dioulasso. Ah non! Et donc je pense qu'il faut toujours trouver un mécanisme d'évolution du pouvoir d'État. Et je pense que dans le cadre donc de la conférence nationale souveraine dont je parle, la question donc du mécanisme d'évolution du pouvoir d'État peut être débattue à ce niveau et trouver le meilleur mécanisme qui convienne au mieux à notre société. Que répondez-vous à ceux qui pensent, par exemple, que les acteurs politiques sont le problème de ce pays? Écoutez, les acteurs politiques ne sont pas plus le problème de ce pays que les militaires. La responsabilité, elle est partagée. La responsabilité, elle est partagée et la responsabilité des militaires est plus grande. Parce que dans l'histoire de ce pays, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez le nombre d'années de gestion de ce pays, du pouvoir d'État par les militaires, ils ont géré le pouvoir d'État pendant plus de 50 ans et les civils n'ont eu qu'une petite partie donc, de gestion du pouvoir d'État. Donc si le pays se retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est que les militaires sont les plus responsables. Un autre élément, vous avez parlé de la lutte contre la corruption tout à l'heure. Beaucoup s'interrogent quand est-ce que dans l'armée aussi la lutte contre la corruption va être une réalité. Est-ce que vous espérez qu'il y aura un nettoyage aussi au niveau de l'armée burkinabé? On le souhaite vivant. Je le souhaite. Mais là, est-ce que je l'espère? Ça, je ne peux pas vous le garantir. Mais je souhaite vivement qu'au sein de toutes les couches de ce pays, que ce soit l'armée, les civils, voilà, qu'à tous les niveaux, qu'il y ait en tout cas le nettoyage du point de vue donc la lutte contre la corruption. La question des libertés, on en parle. Vous avez dit une dictature d'opinion, une gouvernance dans laquelle on veut que tout le monde parle le même langage. Est-ce que pour un Burkinabé qui a mené des luttes comme vous, ça vous désole de voir que plusieurs années de lutte sont en train d'être rangées dans les tiroirs aujourd'hui par certaines personnes? C'est regrettable.
C'est regrettable parce qu'il faut le réaffirmer. Oui. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Burkina Faso oui. Revient de loin. Et nous avons mené des combats pour la liberté d'expression, des combats pour la liberté démocratique, et des combats pour l'amélioration du système démocratique. Et ce sera difficile aujourd'hui que les Burkinabés acceptent d'être enfermés dans une cage, en tout cas, fût-elle une cage militaire. Vous êtes avocat, est-ce que vous pensez qu'il est temps de réguler les réseaux sociaux au Burkina et les groupes WhatsApp? Oui, bien sûr. Toute liberté d'expression doit être encadrée. Voilà, toute liberté d'expression, ce n'est pas du libertinage qui doit être consacré. Donc il faut réguler tous les domaines de la liberté d'expression. Il reste pratiquement plus grand temps, 5 minutes avant de boucler l'émission d'aujourd'hui avec vous, Maître Ambroise Farama. Un autre élément très important au Burkina Faso, on n'en parle pas beaucoup, c'est de voir la question économique. Vous êtes fiscaliste. Est-ce que quand vous regardez la tendance actuellement, ça vous inquiète un peu, l'économie nationale? Oui, l'économie nationale est à terre. Tous les secteurs de l'économie nationale aujourd'hui traversent d'énormes difficultés. Il suffit donc de voir, je suis également, c'est vrai, avocat, fiscaliste également, oui, et quand je regarde les chiffres d'affaires de nos clients, et même nous-mêmes, nos propres chiffres d'affaires, et en tout cas, vous enfoncez aussi, ah, oui, ah oui, bien sûr. Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer les salaires un matin? Ah si, bien sûr. Et que déjà, cela peut arriver. Et donc, la question de l'économie de notre pays aujourd'hui est une question qu'il faut prendre au sérieux. C'est ce que je dis, tout n'est pas qu'une question militaire. Il faut trouver donc les mécanismes nécessaires pour relever donc l'économie. Et il y a un pan entier de l'économie de ce pays-là qui m'inquiète encore de façon plus grave. Quel est ce pan-là, justement? C'est le secteur de l'élevage. L'élevage. Oui. Enfin, en fait, tous les pouvoirs politiques qui ont conduit ce pays jusqu'à aujourd'hui commettent une grave erreur en ce qui concerne donc le sous-secteur de l'élevage. Il fallait en faire un ministère plein, ministère uniquement consacré à l'élevage. Il le faut. Quand vous regardez donc la part de la contribution donc du secteur de l'élevage au PIB donc du Burkina Faso, mais vous allez vous rendre compte que il a une contribution très importante et qui apparemment est négligée par les pouvoirs publics. Et vous regardez aujourd'hui la situation sécuritaire de notre pays, et partout où il y a des attaques terroristes, il s'ensuit des vols de bétail. Oui, et lorsque ce n'est pas des terroristes qui volent le bétail, ce sont des groupes d'autodéfense qui s'approprient donc du bétail. On a même eu vent que dans certains endroits, c'était même l'armée qui s'appropriait donc le bétail. Et on est en train de déstructurer le secteur donc de l'élevage au Burkina Faso. Et pourtant, c'est un secteur qui emploie près d'1 million de personnes au Burkina Faso. Je sais que le dernier rapport que j'ai vu, c'est environ 900 000 personnes qui sont employées à temps plein dans le secteur donc, de l'élevage, sans compter donc, les autres domaines liés donc, à la transformation des produits de l'élevage, tels que le lait, la viande, le cuir, la peau et tout ça. Donc nous avons environ près d'1 million de personnes qui sont employées par le secteur de l'élevage. Et aujourd'hui, en fait, on mène ce combat-là sans penser aux éleveurs. Sinon même que les éleveurs deviennent donc la cible principale de ce combat-là. Beaucoup ont perdu, hein. Ils ont beaucoup perdu dans cette affaire d'insécurité. Beaucoup ont perdu et c'est le pays qui est en train de perdre. D'accord. Une dernière question, vraiment c'est la fin de l'émission. Je vais vous entendre sur la question de la Fédération Burkina-Mali-Guinée. Vous y croyez? Je souhaite vivement que cette fédération puisse voir le jour un jour, parce que notre parti, en tant qu'organisation des peuples africains, a toujours appelé justement à la naissance de grands ensembles. Maintenant, pour moi, est-ce que la méthode proposée, en tout cas, je n'ai pas encore une bonne lisibilité, une bonne visibilité sur ce qui est proposé actuellement. Mais en tout cas, je souhaite vivement que la question donc de la fédération, la question donc de l'unification donc de nos États puisse être résolue, parce que c'est ensemble que nous serons forts et c'est ensemble que nous pourrons relever les défis qui s'offrent à notre pays. Si vous étiez en face du capitaine Traoré, d'homme à homme, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ben, si j'étais en face donc du capitaine Traoré, je lui dirais, d'abord, je lui souhaiterais plein succès
dans les missions, dans sa mission de réalisation des objectifs de la transition, et que pour parvenir donc à ces objectifs-là, je lui dirais d'être beaucoup plus dans l'action plutôt que d'être dans la parole. Et je lui dirais surtout qu'on ne peut pas faire le bonheur d'un peuple sans ce peuple lui-même. Donc c'est plutôt impliquer davantage le peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple, il faut lui rendre ce pouvoir-là. Le pouvoir n'appartient pas aux militaires, c'est un pouvoir du peuple, donc on ne peut pas diriger et faire le bonheur de ce peuple-là sans l'associer dans toutes les grandes décisions qui seront prises. Maître Ambroise Farama, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. C'est allé très vite. On vous souhaite une excellente continuation et vivement le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. Je vous remercie également. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. On se voit la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info. Bonsoir chez vous.